Mon cher Thérèse, salut. Parcours. Nous sommes réunis aujourd'hui, vu que maintenant on a terminé Bioshock 1, 2 et 3, pour parler de Mirror's Edge. Changement complet de setting avec Mirror's Edge, sorti le 14 novembre 2008 en Europe, développé par les Suédois de DICE, studio de Stockholm. Un jeu qui est considéré par culte par certaines personnes. Sera-ce notre avis, on verra ça plus tard. Mais en attendant, près de 12 ans après sa sortie, je te laisse. On commence par toi, allez. Qu'est-ce que t'as pensé de Mirror's Edge ? Je trouve que de tous les jeux dont on a parlé dans ce podcast, je pense que c'est celui qui a le moins bien vieilli. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, non seulement qui a le moins bien vieilli, mais où il y a le moins de trucs à dire en fait. Oui, aussi. C'est vrai. C'est le moins intéressant. Je trouve que ça, alors pas forcément sur tous les aspects, hein, bien sûr, mais ouais. Il y a 2-3 trucs qui, quand même, à l'époque... je sais plus, mais aujourd'hui en y rejoignant, je me dis, ah ouais, ça a un petit peu pris un coup dans les dents quand même, quoi. Je crois, même pour l'époque, en fait, quand tu te replaces dans l'époque et quand tu vois, on a déjà traité des jeux de la même période, Dead Space, Bioshock, etc. Et quand tu compares à Mirror's Edge, je me suis dit un truc en y jouant et quand je réfléchissais à ce à quoi j'étais en train de jouer, Mirror's Edge, c'est un chouette projet étudiant qui a été fait en jeu vidéo. Ça, c'est un bon prototype de gameplay. Genre, peut-être qu'il y a moyen de faire un chouette jeu avec. C'est un peu méchant, hein, mais c'est un peu ça que je me disais, quoi, parce que... on peut commencer par le contexte. C'était un des jeux avec Dead Space, un des deux jeux qui était censé être un peu le renouveau d'Electronic Arts dans la période, le début de la période de John Riccitello, où il voulait miser sur des nouvelles franchises, des trucs un petit peu nouveaux, novateurs, etc., essayer de faire des trucs. Et alors, pour autant, Dead Space, ça a quand même bien marché dans le sens où c'est un bon jeu, ils en ont fait d'autres après, bon d'accord, ils ont réussi à en faire une franchise, mais Mirror's Edge, moi, je comprends pas, vraiment, je ne comprends pas qu'il y ait des exécutifs à Electronic Arts qui se sont dit « Ah ben, on va en faire une franchise, ça va être un truc, on va le décliner partout, ça va être notre nouveau truc, ce sera Mirror's Edge. » Et tu joues à ça et tu te dis « Vous avez sérieusement pensé ça ?» Finalement, la franchise, elle a pas vraiment été exploitée, quoi. C'est presque l'antithèse de Dead Space. Dead Space a été genre... ils ont vu le succès du truc, et bon, bah c'était mérité, hein, on en a déjà parlé, mais ils ont sorti du coup tout un tas de produits dérivés, la suite, le numéro 2, le comic book, le film d'animation, et machin. Ils ont sorti tellement de trucs en même temps que genre ça s'est épuisé extrêmement vite. Ouais. Mirror's Edge, t'as l'impression que genre... ils avaient des braises, et genre elles étaient un peu rougeoyantes, tu vois, et ils se sont pas dit tiens on va souffler dessus. Non, ils se sont dit genre bon on va attendre, peut-être que le feu il va démarrer. Ah non. Et c'est très bizarre, quoi, parce que je comprends le côté ce que tu dis, genre vous avez pensé que ça faisait une franchise, parce que c'est vrai que c'est un peu faiblard sur certains points. Ouais. Mais il y avait le potentiel, quoi, tu vois, tu sens quand même qu'il y a un potentiel, tu te dis il y a moyen de creuser un petit peu pour faire des trucs vraiment vraiment cool. Mais ça n'a pas été fait, et comme dit, l'existence de Mirror's Edge a été super compliquée. Le jeu a acquis un statut de culte au fil des années. Alors ça fait partie des jeux que tout le monde dit que c'est génial, mais personne n'y a joué. Je sais pas si tu vois, c'est un peu comme les Shenmue, tout le monde te dit genre waouh, mais quand est-ce qu'il y a un 2 parce que c'est génial et tout. Et puis finalement quand tu regardes les ventes et tout, bah, tu vois que ça a fait des ventes misérables. Donc en fait, tout le monde y a joué sur internet, mais bizarrement personne ne l'a acheté. Enfin, genre c'est très bizarre. Genre Okami et Shenmue, tout ça, c'est un peu les mêmes délires. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais finalement le 2 il est sorti vachement plus tard, et puis c'est une autre histoire. C'était pas vraiment un 2. Alors, oui, c'est pas j'ai trouvé un truc, j'ai dégoté une petite anecdote marrante pour commencer. En fait, ils avaient pensé ça comme étant une trilogie, Mirror's Edge. Quelle surprise, il faudrait faire breveter ça. Je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Je n'ai jamais vu un jeu de cette période-là qui soit devenu une trilogie, ça n'existe pas. Ou qui ait dit qu'il allait être une trilogie, genre vraiment... C'est bien la première fois que j'entends ça. Mais il voulait faire une trilogie de Mirror's Edge. Et encore une fois, moi, quand tu joues à Mirror's Edge, c'est pas mauvais. On va en revenir, on va en parler tout à l'heure. Mais enfin, une trilogie de ça. Ouais, ça paraît compliqué, mais en même temps, je continue de penser qu'il y a un peu ce feeling, tu vois, premier Assassin's Creed, c'est-à-dire que genre tu vois que c'est quand même très très perfectible, mais tu dis il y a peut-être moyen de faire un deuxième opus qui soit bien costaud quand même. Je pense que c'est pour ça que le jeu dégage une sympathie auprès des gens, c'est qu'il y a toujours ce peut-être, ça aurait peut-être
il aurait peut-être pu se passer quelque chose. Ils avaient soufflé sur les braises, quoi. C'est vrai que tu vois, il y a un petit potentiel, il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a une certaine originalité dans pas mal de domaines qu'il aurait peut-être fallu creuser, mais qui n'a pas été creusé. On reviendra peut-être. Toi, t'avais joué à Catalyst, en fait ? Très très peu. D'accord. Bon, on en touchera peut-être un mot tout à l'heure. Moi, je l'avais fait en entier. Enfin bref. Est-ce qu'on commence par l'intrigue ? Est-ce que tu savais que dans Mirror's Edge, il y a une intrigue ? Eh oui, ça arrive. Mais pour de vrai, genre le jeu, il veut te raconter une histoire et tout. Alors ça paraît pas évident au premier abord comme ça, parce que t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Mais oui, il y a une histoire à Mirror's Edge. Je vais lire un petit peu parce que je m'en souviens pas très bien. Alors donc, dans une ville dystopique, dans laquelle un méchant maire a créé une sorte de société super pacifiée et contrôlée de partout par un régime militaire, certains résistent encore et toujours à cette surveillance. Et pour communiquer entre eux, ils utilisent ce qu'on appelle des runners. Alors les runners, c'est des gens qui font du parcours sur les toits, et ils se déplacent d'un point à l'autre de la ville pour apporter des messages, étant donné que ces gens qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, ils font pas confiance à la technologie puisque tout est surveillé. Donc c'est des sortes de pigeons voyageurs, on va dire. On incarne une certaine Faith Connor, qui est une runneuse donc, et dont la sœur va se retrouver accusée d'avoir tué un candidat à la mairie qui voulait faire changer les choses dans cette ville. Il va donc incomber à Faith de trouver qui est à l'origine de cette conspiration, ainsi que d'un mystérieux projet Icarus. On va donc aller de révélation en révélation pour dénouer ce complot et éviter que notre sœur termine en prison. Des personnages qu'on croyait être gentils sont en fait méchants, mais on se rappelait plus qui c'étaient ces personnages au moment où cette révélation arrive. Enfin bref, on s'en fout un peu du scénario de Mirror's Edge. Je suis un traître. Mais qui êtes-vous, monsieur ? Ouais, voilà, c'est ça. Attends, t'es qui, toi, déjà ? Je crois que je t'ai déjà vu. Et puis c'est un traître, et puis en fait, non. En fait, c'était un agent double. Oui, c'était un jeu. Ouais, il y a un truc à la fin où le gentil qui était en fait méchant, mais en fait, il était gentil. À ce moment-là, il redevient gentil. Enfin, bon, d'accord. Plus que le scénario, en fait, t'as l'impression que le jeu s'en fout. Ouais, je pense qu'il est conscient, le jeu, que sa force, c'est vraiment pas dans son intrigue, parce qu'elle est pas très très originale, ni très très développée. Je trouve qu'un des éléments qui a le plus mal vieilli, c'est les cutscenes. Les cutscenes, les cutscenes en animation qui sont elles sont dégueulasses. On dirait, genre... Attends, je l'ai noté, hein, j'ai noté. Merde, ça c'est où ? Voilà, j'ai noté mangas fauchés. On dirait les trucs, les espèces de fanart que tu peux trouver sur internet, mais animés. Ça a rendu. Et animé à 3 frames par seconde, c'est dégueulasse. Je pense que c'est une solution bricolée en dernière minute parce qu'ils voulaient sûrement tout faire en vue subjective, mais ils ont pas pu. Tout à la fin du jeu, il y a la caméra sort et tu peux voir Faith de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même. Tu vois qu'ils avaient quand même un modèle 3D de sa tête. Ouais, ils ont prévu des trucs, genre. Bah, c'est d'ailleurs tout le truc de Mirror's Edge, t'étais censé à la base pouvoir te refléter dans tous les trucs, tous les bâtiments, toutes les vitres, les machins, les bidules. Et finalement, ça prenait trop de temps à faire et trop de mémoire et tout, donc ils ont supprimé, ce qui fait que ça arrive à 2 reprises, je crois, dans le jeu, de façon scriptée, genre quand tu sautes de l'hélicoptère et que l'hélicoptère il descend, tu te vois dans le reflet, effectivement, il y en a un autre un peu plus tard, un truc comme ça. Mais c'est tout, quoi, c'est les vestiges de ce qu'ils voulaient faire à la base. Ah, ça, alors là, tu m'apprends un truc, ça je savais pas. Mais non, mais les cinématiques, tu sais, dernièrement ça m'a fait penser à un truc. Dernièrement, j'ai joué à XCOM Chimera Squad, qui est un espèce de spin-off de XCOM, qui a été développé avec très très peu de budget, et qui a des cinématiques un petit peu similaires, mais quand même un petit peu mieux faites. On en revient à ce que je disais avant, Electronic Arts voulait vraiment faire une franchise avec ça, mais ça crie le manque de moyens, quoi. C'est dingue. Après, il y a des détails. La plupart du temps, en fait, ces cinématiques, c'est juste des espèces de gros plans sur les visages qui sont pas très jolis. Ouais, qui sont pas très jolis, ils sont pas très... Il y a un côté, le côté flat design, pourquoi pas, hein, je veux bien, mais c'est pas, il y a un problème de résolution ou d'ombrage. Ça a pas vraiment de gueule, en fait, je trouve. Ouais. Ça essaye de se donner un air un peu genre, ouais, t'as vu, je suis épuré, mais en fait, ça marche pas trop. Ça marche bien en jeu, mais alors en cutscene fanart flash, là, c'est un peu dur, hein. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur, ouais. Alors ça entre ça et le fait que les personnages... Ils sont pas très bien développés, tu les rencontres ils sont pas très charismatiques. Après, je peux pardonner le manque d'animation faciale, on est en 2008, y a pas de souci. Oui, bien sûr. Mais disons, ça fait que t'as vraiment cette impression que le jeu, en fait, il en a rien à taper. Ouais, puis l'univers, il est un peu bizarre, genre toute l'esthétique des bâtiments est vraiment chouette. Je trouve par contre que tout ce qui est vêtements des personnages...
Oh là là, c'est un peu, ils ressemblent un peu tous à des guignols, les guignols du futur. C'est un peu du rail. Non mais je sais pas, genre c'est les guignols du futur. Comment il s'appelle? Merck. Marc. Merck, oui, le mec qui te pilote, ouais. Voilà, le mec qui te pilote. Putain, je sais pas, on dirait un tonton tectonique. C'est un peu gênant, quoi. C'est un peu gênant comme truc. C'est 2008, c'est 2008. Ouais, mais dans le suite, le Catalyst reprend un peu cette esthétique un peu Nasbrock là, et c'est vrai que ça fait un peu pitié, quoi. Non, c'est bon, voilà. Mais... Ouais, mais du coup, ça aide pas, tu vois, ça aide pas à être engagé. Genre, l'histoire, elle est pas géniale, les personnages sont pas très bien développés et pas très beaux à regarder, enfin pas très, esthétiquement pas ouf, quoi. Donc tout ça fait que t'es pas vraiment intéressé par le scénario, quoi. Et puis l'univers, je le trouve un peu bidon, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, il y a un côté un peu, j'allais dire un peu factice. En même temps, la ville, elle est un peu factice, donc ça peut être raccord. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu cheap dans le truc. C'est genre, c'est une ville dystopique avec des flics partout. Et il y a que des flics. En fait, c'est une ville où il y a que des flics. Et moi, il y a un truc, tu vois, qui me dérange, c'est que dans cette ville, t'as un métro toutes les 3 minutes apparemment, et il y a des énormes bâtiments partout, et tu les traverses, mais il y a personne à part des flics. Quand tu passes à travers les bureaux, je sais pas, alors est-ce que peut-être le jeu se passe peut-être un dimanche, je me suis dit, allez, à la limite peut-être, c'est les vacances, c'est un jour férié et tout. Mais tu passes à travers les bureaux et il y a personne, il y a même pas une personne qui te dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, rien, un truc tout compte, c'est un truc pour donner insuffler un tout petit peu de vie à ça, des gens qui sont apeurés, qui crient, tu sais. Il n'y a pas ça. Et par contre, si tu t'arrêtes un petit peu et que tu écoutes les bruits de la ville, en fait, ils ont voulu, il y a des bruits de trafic, il y a des gens qui klaxonnent, etc. Et tu te dis, mais qui sont ces gens? Où sont-ils? Je crois qu'il y a un seul moment où tu vois des personnages qui sont pas des flics et pas des personnages du jeu, quoi. Il y a un moment où tu tires au sniper sur un van. Oui, c'est et vrai. là, il y a 2-3 personnes. Et je me suis amusé à zoomer dessus, tu sais, pour regarder leurs animations. Ouh, ils avaient pas beaucoup d'argent pour les animations, les modèles 3D, là. Ouh, c'est... Ouais, il y a un côté un peu désincarné, je trouve, qui rend bien en fait quand t'es sur les toits, parce que t'es censé être un peu tout seul. Voilà, t'es sur les toits. C'est la spécificité des runners, quoi. Mais c'est vrai que les 2-3 passages. Alors d'ailleurs, on est plus souvent au rez-de-chaussée que dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, vraiment, on était une fois au sol, et puis c'était tout. Finalement, on est quand même pas mal de fois au niveau un peu du sol. Ouais. Et là, par contre, il y a plus personne. Quand tu cours dans la station de métro, il y a littéralement personne. Dans les rues, il y a personne non plus. Alors bon, on peut me dire, il y a des barrages de flics et tout, mais ils sont quand même très efficaces, leurs barrages. Bon. Donc, ça manque un peu de... Et tu passes beaucoup de temps aussi au sous-sol. Ça, j'avais oublié c'est vrai, parties au sous-sol. Tu passes aussi beaucoup de temps... Tu passes beaucoup de temps dans des conduits d'aération, dans des couloirs... Et dans des ascenseurs aussi. Ils aiment beaucoup les ascenseurs. Les ascenseurs, appuyer sur les ascenseurs, ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec un temps de chargement, par contre. Non. Bah non. En 2010, non, ça s'est jamais arrivé. Il y avait un truc aussi que j'avais oublié à propos du jeu, c'est que j'avais oublié que c'était à ce point die and retry, en fait. Ouais, moi aussi. Ou alors c'est juste moi qui suis mauvais, mais alors le nombre de fois où je suis mort, parce que des fois parce que c'est pas facile, ou parce que le saut marche pas très bien. Il marche pas très bien, on est d'accord. Genre la course sur le mur est pas toujours très très claire. Non. Des fois elle saute un peu loin, des fois non. Quand tu veux te raccrocher aussi au tuyau et que tu essayes de sauter sur le côté, il faut que tu sois les tuyaux rouges, je les hais, c'est saloperie. Les tuyaux rouges, c'est le pire parce que tu dois vraiment être exactement en phase 2 quand tu leur sautes dessus, sinon elle les attrape pas. Si t'arrives depuis le côté, genre elle va pas tendre le bras pour l'attraper. Si t'arrives un petit peu en te déplaçant de côté et que tu sautes pour essayer de les attraper, elle va juste passer devant comme une conne. C'est ça. Et après, enfin bref. Et en fait, genre, j'ai réalisé, en y rejoignant là, parce que je pense qu'à l'époque, je m'étais pas du tout fait la réflexion, mais là, on y rejoint sur PC en plus, Master Race, je trouve que le champ de vision, le FOV, il est minuscule. Il aurait fallu un beaucoup plus grand FOV en fait, pour que tu aies plus une conscience un peu de l'espace. Genre, quand t'es agrippé à des rebords et que tu dois attraper des trucs, c'est la galère, parce que tu vois pas en fait ton personnage, il a des œillères, t'es pas du tout conscient de ce qu'il y a en dessous de toi, à côté de toi, c'est hyper compliqué et c'est dommage parce que la version PC permet pas de changer le champ de vision, parce que je pense qu'avec un champ de vision genre à 100 déjà, ou 110, 120, je pense que ça serait vachement plus agréable. Là il y a vraiment un côté genre très très étriqué, et c'est particulièrement flagrant quand t'es agrippé et que tu dois
Que tu dois genre te trimballer sur les côtés. Alors, ouais, voilà, quand tu dois. Le pire, c'est quand t'es agrippé et que tu dois non seulement attraper une prochaine plateforme qui est sur ta gauche ou ta droite, mais en plus en contre-haut ou en contre-bas, parce que elle bouge la tête tellement lentement. Et il y a un moment où elle tend le bras, puis en fait elle remet le bras, puis elle tend le bras, et puis elle remet le bras. Après, ce qui était cool dans Mirror's Edge, et ce qui est finalement peut-être le truc qui a fait le plus d'émule, c'est le full body awareness, qui était plutôt chouette dans Mirror's Edge, où on avait vraiment l'impression du coup d'avoir un personnage et pas genre juste une caméra, parce que quand on baissait le regard, on pouvait voir ses pieds et tout. Et truc que j'avais oublié, mais que j'ai renoté en jouant, il y a une animation de respiration. Ah, ça j'ai pas remarqué. Le personnage il respire, il a genre quand t'es immobile dans l'ascenseur, si tu regardes un peu les bords de l'écran et tout, tu vois que ça tu vois, genre ça inspire, ça expire. C'est pas flag, hein, mais c'est là, et je trouve que ça c'est vachement cool comme truc. Ça participe à rendre le personnage tangible, et ça c'est chouette. Vraiment. Ce qui est sympa aussi, c'est quand tu te mets vraiment tout au bord d'un rebord, quoi, d'un toit, et tu regardes directement en bas et tu vois ses pieds en fait qui sont tout au bord. Et ça, moi personnellement, j'ai le vertige. Donc si je suis dans une situation comme ça où tu vois pas tes pieds et que tu vois juste la caméra, ça va rien me faire. Par contre, le fait de voir les pieds, tu sais, là tout d'un coup ça change complètement la perspective, parce que tu arrives à t'imaginer au bord comme ça, au bord du précipice, et ça renforce un petit peu l'impression de vertige. En tout cas moi ça me l'a fait, donc voilà, ça c'est... Et je pense que c'est le truc qui a fait le plus d'émule après, vraiment. J'arrive pas vraiment à trouver le terme que émule, c'est bien. On pense à Dying Light, à Titanfall, j'avais noté aussi. Titanfall, il y a du parcours et tout. Je pense que c'est quand même bien inspiré de Mirror's Edge. Oui. Et là, plus récemment, il y a un jeu qui s'appelle Ghost Runner. Oui, Ghost Runner, ouais. Typiquement genre Mirror's Edge, mais où tu joues un ninja robot, quoi. Oui. Voilà, les inspirations, elles sont là. Donc mine de rien, tu vois, genre le jeu a pas fait forte impression au niveau des ventes, tout ça, mais il y a quand même un petit petit héritage. Il a défriché le terrain, on va dire comme ça. C'est vrai qu'il faut lui laisser ça. Mais on revient juste sur le Die and Retry, parce que moi c'est vrai que c'est un truc faut qu'on en parle plus en profondeur de ce Die and Retry, parce que c'est vrai que moi c'est un truc que j'avais oublié. J'avais oublié pas mal de trucs du jeu. J'avoue que j'avais plus ou moins tout oublié. Je l'avais fait à l'époque en 2009, donc il y a 11 ans, et j'avais plus ou moins tout oublié. Après l'avoir refait maintenant, je comprends pourquoi j'avais même l'intrigue. Même l'intrigue, mais un des problèmes du jeu en fait, c'est que je dirais que c'est un jeu qui fonctionne bien quand il te donne une sensation de fluidité. Quand t'as l'impression d'enchaîner les trucs, quand t'as l'impression que tes mouvements s'enchaînent, il y a une certaine... C'est assez jouissif par moment, c'est pas extraordinaire, mais enfin, ça fonctionne relativement bien. Le problème, c'est que à ta première run, quand tu arrives dans le jeu, dans toutes les situations, le jeu est pas vraiment pensé comme un jeu de plateforme, mais presque... Alors, avec caution, hein, mais presque un peu comme un jeu d'énigmes. C'est-à-dire qu'il te demande de trouver le chemin à prendre. Alors il t'aide un peu avec un code couleur rouge, notamment, où il te montre les trucs principaux avec lesquels tu peux interagir. Il y a un bouton B qui t'oriente le regard directement vers ton objectif. Mais à tous les moments, la première fois que tu fais le jeu, tu sais pas où tu dois aller. Et ça fait que tu vas un petit peu essayer là, tu vas essayer là, tu vas tomber, tu vas essayer là, tu vas retomber. Tu te demandes si c'est pas par là, alors t'essayes de sauter, t'as pas pris assez d'élan, ou alors t'as pris trop d'élan et tu tombes. Et ça fait que j'ai fait le jeu 3 fois pour ce podcast. Mais la première run, elle était pas très cool. Voilà, parce que à aucun moment, en fait, le jeu te donne cette sensation de fluidité à la première run. Le jeu, il est présenté souvent comme un jeu de parcours, comme un jeu d'action-aventure. Pour moi, Mirror's Edge, c'est un platformer 3D, quoi. C'est un jeu de plateforme 3D. Mais, de par le fait que, pour moi, c'est un platformer 3D, a beaucoup de problèmes, vu que il lui manque des éléments de platformer, d'où notamment la lisibilité de l'action, la lisibilité de où tu dois aller, de ce avec quoi tu peux interagir, et puis aussi les distances, enfin, je sais pas. Ouais, c'est ce que je te dis, genre le FOV il est trop petit, tu vois pas bien vraiment les trucs. Toi tu penses que c'est principalement un problème de FOV, penses ? Je pense que c'est en partie un problème de... J'étais en train de faire une réflexion. Vas-y. Je me disais genre, vu qu'en plus ça appartient à Electronic Arts, il pourrait très très bien faire un Mirror's Edge Star Wars. Parce que quand même, on est devant l'état policier avec les flics qui visent le moins bien de tout l'univers du monde. Oui, ça, alors ils sont vraiment très très nuls. C'est quand même le jeu de course-poursuite où les mecs genre juste tirent à tes pieds, ils tirent à côté, ils tirent partout où tu veux pour te faire peur, mais ils te tirent jamais dessus. Donc ils pourraient très bien faire un jeu avec les Stormtroopers parce qu'ils visent pareil, hein, genre les... C'est vrai, ça serait une idée.
Voici mon adresse mail. Si jamais. Non, mais en vrai, il y a moyen en plus. En vrai, il y a moyen de ouf. Hein. Avec toutes les planètes et tout, tu peux faire un truc. Hein. Mais bref, ce côté genre... ouais, c'est un peu genre cinématographique, mais un peu ridicule à la longue. Genre la première poursuite où les mecs ils tirent à côté et tout, ouais, t'es là, ok, c'est sympa. Mais quand il y a genre 30 flics, un hélicoptère et que tout le monde te tire à côté, il y a un côté un peu ridicule quand même. Moi, c'est aussi un truc que je me souvenais pas dans le jeu, c'est que, de nouveau, à la première run, parce que ça change pas mal avec la deuxième et la troisième, mais à la première run, tu sais pas où tu dois aller. Donc, t'essayes de défricher un peu le terrain, t'essayes de naviguer un peu à vue. Et c'est là où je comprends pas pourquoi le jeu te met une telle pression de devoir avancer tout le temps en te tirant dessus en permanence. Alors la pression elle fonctionne, mais ça fait que t'arrêtes pas de mourir parce que tu cours, tu te dis il y a plein de moments où tu te dis je vais essayer de faire confiance au jeu, je vais me fier à mon instinct, je vais aller par là, je vais sauter par là. Tu sautes, c'était pas ça qu'il fallait faire, tu tombes, tu meurs. Tu recommences, tu essayes un autre truc, tu tombes, tu meurs. Il y a un moment où t'en as marre, quoi. Enfin, t'arrives pas à faire confiance au jeu. T'arrives pas à faire confiance au level design en te disant si j'ai l'impression que ça va être par là, ça va être par là. Parce que généralement, ça n'est pas par là qu'il faut aller. Et quand c'est pas par là qu'il faut aller, généralement, tu meurs. Et les meilleurs moments, c'est finalement quand t'es tranquille, que t'es sur les toits et qu'on te dit d'aller à... Genre on te dit tu vois les grues là-bas, il faut que t'y ailles. Et du coup tu dois un peu genre vadrouiller et tu vois qu'il y a 2 ou 3 chemins possibles et tu dis tiens je vais monter sur ce climatiseur, je vais sauter par-dessus les barbelés, ensuite je vais grimper à l'échelle, puis je serai assez haut pour aller faire le saut de l'autre côté. Et ou alors tu peux passer en bas, tu peux glisser sous les trucs, enfin, ça c'est pas mal, j'aime bien. Après c'est vrai que les courses-poursuites en tant que telles, genre elles marchent parce qu'effectivement tu te sens un peu poursuivi quoi, mais c'est vrai qu'il y a parfois des moments où tu sais pas vraiment où aller, donc tu erres un peu, tu rates des sauts, parce qu'il y a aussi le système de saut, comme on l'a dit, qui est un peu perfectible. T'as parfois du mal à évaluer les distances, parfois elles s'accrochent pas vraiment au truc, genre je me souviens que j'ai raté plusieurs fois des échelles, parce que juste... Et j'avais le nez dessus, tu vois, mais je sais pas, je devais pas être assez bien dans l'angle pour qu'elle se dise je m'accroche. Non, juste elle a regardé l'échelle, ouais. C'est une échelle. Et c'est vrai qu'alors les chargements ont le bon goût d'être plutôt courts, en tout cas sur PC. Sur PC, sur console c'était un peu plus long. Mais ça reste un peu pénible. D'ailleurs, les chargements avec les figures super stylées que jamais tu peux faire dans le jeu. Que tu peux pas faire dans le jeu, exactement. Ça c'est encore une marque je pense c'est encore une marque de on n'a pas d'argent. On avait prévu de faire ça. Regardez, c'est super, elle arrive dans le dos du mec, elle lui met un coup de pied, elle le retourne, elle fait... Dans le jeu, tu peux faire 2-3 trucs un peu sympas, mais globalement, tu peux pas faire ça. Alors les combats... ça, c'est un autre truc aussi où moi, je suis mort pas mal de fois. En gros, quand tu rencontres les flics, tu peux les désarmer, et puis une fois que tu as une arme en main, tu peux l'utiliser. Mais... pour désarmer les flics, en fait, c'est un quick time event où quand... il est serré, hein. Et il est très serré. Et... je sais pas combien de fois je l'ai loupé, même à la deuxième, la troisième run, quoi. Et parce qu'en plus ton perso il est très très faible, donc c'est genre généralement tu rates ton contre, tu te prends le coup, et si tu te prends 2 coups généralement tu meurs, et le deuxième coup généralement t'es énervé, donc t'appuies trop tôt et c'est ça. Et voilà, et t'es mort et tu dois recommencer. Genre les combats, ils sont pas géniaux, mais en même temps encore une fois c'est pas vraiment le propos du jeu, c'était plus genre dans l'esquive et dans le truc. On est d'accord. Moi je trouve qu'il y a une palette assez chouette, je trouve que ça suffit ce que tu peux faire. Tu peux genre sauter et taper, donc ça fait un coup de pied sauter. Tu peux genre glisser et taper, ça fait un coup glissé. Tu peux genre juste taper aussi, ça marche quoi. Et tu vois, genre je trouve que c'est pas mal. Je sais plus s'il y a un wall kick, genre mais il doit y avoir peut-être un truc comme ça aussi. Ça j'ai pas essayé. Je trouve que ça suffit en fait. Je trouve que t'as pas vraiment besoin de plus finalement. Genre plus désarmé, ça suffit quoi. Il y a des combats, il y en a pas 75 000. Et généralement c'est des flics qui sont sur ton chemin alors que t'es en train de te faire courser. Donc soit tu les évites, soit t'en flingues un, enfin soit tu t'en fumes un pour faire de la place. Et puis après tu traces quoi. Le jeu il te demande quasiment jamais de vider une salle d'ennemis pour avancer. La plupart du temps, il te laisse la possibilité de juste essayer d'esquiver, en désarmer un et puis aller vite à l'ascenseur. Il y a que vers la fin du jeu où là... Sur la fin du jeu. Ouais, parce que moi j'avais fait tout le run, genre les petits flics et tout, genre juste je les assommais et j'utilisais pas de flingue. Mais par contre, à partir du moment où tu sors d'une fourgonnette et t'es dans un parking et les mecs ils ont des énormes armures et des grosses mitraillettes, tu peux plus faire ça. Je suis mort tellement de fois à ce truc-là. J'en avais tellement marre d'entendre les 3 lignes de dialogue à chaque fois que la porte s'ouvre. Que j'ai pris genre le mec, je l'ai mis un coup de pied dans le visage, j'ai pris le gros fusil là et j'ai tout mitraillé partout. Rien à foutre. Ouais, moi j'ai fini par faire ça aussi. Je désarme un mec et je bute un maximum de monde avec mon arme, et puis ensuite je vais vers le dernier et puis je le désarme. Ouais, vers le dernier tiers du jeu là, ils ont tous des grosses armures. Exactement. Ça commence sur le bateau. Comme tu disais, tu sors de la camionnette.
Et à partir de là, c'est vrai qu'il commence à avoir... Il y en a un gros avec une grosse mitrailleuse, comme ça, qui fait vraiment un très gros bruit. Et puis, comme on dit, t'es super fragile. Bon, ok, t'as la santé qui remonte si tu te caches derrière un truc, mais t'as pas beaucoup de santé, quoi. Donc, ça arrive pas si souvent. Et puis, tu disais, c'est vrai qu'ils ont tendance à te louper pas mal, mais ils te loupent pas mal les... Alors, je pense que c'est programmé de telle manière qu'ils commencent à tirer... Et ils doivent tirer genre 2-3 fois avant de commencer à te toucher. Et dès qu'ils commencent à te toucher, en fait, t'es mort en 3 secondes, quoi. Donc, c'est plus géré comme une espèce d'avertissement, en fait. Ceux en face, ils visent bien. C'est généralement ceux qui visent très mal, c'est ceux que tu vois pas, en fait. C'est ceux qui n'existent pas, c'est juste des impacts de balles. C'est ceux qui n'existent pas. Oui, exactement, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Quelqu'un s'est déjà retourné pour voir s'il y avait vraiment plein de gens partout. Non, il y a 2-3 mecs et puis un hélicoptère, mais ils sont pas vraiment là. Bah aussi, un autre truc avec ce truc d'avoir la pression, enfin c'est ces moments où le jeu te met la pression et te demande d'aller le plus vite possible, c'est que t'as pas vraiment envie d'explorer, t'as pas le temps de regarder ce qu'il y a à droite à gauche. Bon alors il y a pas grand chose, il y a des sacs à trouver, bon. Mais ça fait que tu traverses tout ça le plus vite possible. Enfin, je sais pas. Je pensais à un truc puisque pour moi c'est un jeu de plateforme, je vais faire la comparaison. Dans un jeu qui s'appelle Donkey Kong Country Returns, t'as peut-être joué, c'était sur Wii. Il y a un niveau, je me souviens très bien, où t'as une espèce de vague d'insectes noirs qui te poursuit à travers le niveau. Et ça fait que tu dois le faire le plus vite possible et réussir les enchaînements, etc. Et en fait, là c'est un petit peu la même chose finalement, parce que t'as aussi une espèce de vague qui te poursuit et si tu t'arrêtes, tu meurs. Mais le problème, c'est que tu vois pas où tu vas. Donc, on en revient à ce truc tout à l'heure que je disais, quoi, que le jeu le fasse 1 ou 2 fois pour te donner un effet, etc. Mais je trouve qu'il le fait beaucoup trop, ça. De te mettre la pression et de te dire, oh, on te tire dessus, il va falloir que tu avances, vite, hop, tu es tombé. Recommence, vite, hop, tu es tombé. Je sais pas. Je disais aussi le truc de te donner une sensation de fluidité. Ça fonctionne seulement quand t'es sur les toits et dans les bureaux. Dès le moment où t'es par exemple dans un truc de construction et qu'il te faut aller plutôt, il te faut grimper, là c'est plus du tout le cas. Et là, cette sensation de fluidité, elle est pratiquement inatteignable. Ce qui rend, il y a un moment particulier où tu es dans une espèce de chantier. À l'intérieur, je sais pas si tu t'en souviens, et tu dois juste grimper tout en haut jusqu'à une bouche d'aération. Je crois que c'est la mission où tu dois aller au sniper. Et ce moment-là, moi je le trouve particulièrement pénible, parce que t'as pas de sensation de fluidité, t'arrêtes pas de t'arrêter, tu dois juste regarder un petit peu autour de toi, comment est-ce que tu pourrais faire. Et dans ces passages-là, je trouve que le jeu... il fonctionne pas bien, quoi. C'est un peu mou du genou, effectivement. Tu vois pas comment tu pourrais faire ça rapidement, par exemple. Autant, genre, tous les autres, les poursuites et tout, tu vois un peu comment tu pourrais faire ça rapidement. D'ailleurs, il y a un espèce de mode speedrun, entre guillemets. Il faut se connecter à Electronic Arts. Je l'ai pas fait à cause de ça. l'espèce d'ascension dans le truc en chantier, c'est vrai que tu vois pas trop comment tu pourrais enchaîner, genre les wall jumps, les machins, les bidules. Il faut toujours que tu t'arrêtes sur une poutre, sur un machin, sur un bidule, pour ensuite regarder, te dire, il faut que je saute là. C'est vrai que c'est un peu mou. Alors, les trucs que moi j'en ai fait quelques-uns, je me suis pas connecté là, mais je les ai fait hors ligne. En fait, ils te demandent de te connecter, il faut faire annuler et après tu peux jouer hors ligne. Ah zut, ok, d'accord. Mais c'est sympa, hein. Je me souviens qu'à l'époque aussi j'avais un peu joué à ça, mais... Ouais, parce que c'est là où le jeu commence à trouver un petit peu de sa substance. Enfin, c'est là où il commence à être intéressant, en fait. Quand tu connais le niveau et que tu essaies de trouver des routes et que tu essaies de les appliquer, ça te donne la sensation de faire des trucs qui sont assez cool. Donc là, ça marche bien. Mais c'est pas le cas à la première run. Et comme j'ai dit, moi j'ai fait le jeu 2 fois. Et à la deuxième run, c'est beaucoup plus amusant. Parce que tu sais déjà où tu dois aller, tu maîtrises un tout petit peu mieux les mouvements. Je me souvenais un peu des premiers niveaux, donc ça allait à peu près. C'est vrai que vers la fin, à partir de l'entrepôt et tout, enfin du bateau, cargo, machin, j'avais eu un peu moins de souvenirs, donc c'était un peu pénible. Aussi, moi je trouve le cargo, c'est le point le plus bas du jeu. Enfin, je trouve le niveau du cargo, moi je le trouve pas bien designé du tout. Il y a aussi un problème dans le jeu, enfin pour moi, c'est, comme on disait, les petits problèmes d'interaction de Faith. Par exemple, des fois, quand la plateforme sur laquelle tu veux grimper est trop étroite, des fois elle passe par-dessus et elle retombe de l'autre côté. Je sais pas pourquoi tu as trigger ce mouvement-là, et c'est un truc qui se passe relativement souvent sur le niveau du bateau, parce que tu es beaucoup sur des couloirs, des conduites d'aération. Et je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais sur certaines conduites d'aération, elles sont contre le mur, mais il y a juste un petit espace entre la conduite d'aération et le mur qui te permet de tomber à travers. Je suis mort tellement de fois à cause de ça, ça m'a rendu dingue. Enfin,
pour être honnête, moi, Mirror's Edge, c'est un jeu, j'ai crié 4-5 fois contre le jeu en y jouant. genre vraiment de frustration, quoi. Ça fait longtemps que ça m'était plus arrivé. Pourquoi est-ce que je disais au départ, enfin de manière un petit peu ironique, que c'est un espèce de projet étudiant qui a été changé en jeu? C'est parce que tu commences le jeu. Il y a d'abord la cinématique d'introduction dégueulasse, et ensuite tu commences, et il y a le tutoriel. Le jeu t'explique, voilà, tu vois, ça te sert à ça, donc tu as le bouton saut, le bouton pour t'accroupir, il y a le bouton pour taper, il y a le bouton pour te retourner, pour faire un demi-tour rapide. Après, t'as le bouton aussi pour faire le ralenti, là, que j'ai jamais utilisé. Oui, je m'en suis servi une fois ou deux quand je faisais des super grands sauts pour faire genre regarder un peu par terre et tout. Ouais, comme ça, t'as le temps de regarder au sol, tu vois, c'est bien, au niveau vertige, c'est sympa. Mais en gros, le jeu prend 5-10 minutes pour t'expliquer ces choses-là, et puis ensuite, c'est parti. Et pendant les 6 heures toi, t'as peut-être réussi le jeu un petit peu plus rapidement que moi, mais moi, la première run, ça m'a duré à peu près 5-6 heures. Pendant ce temps-là, tu vas juste répéter ces mouvements-là dans des environnements qui vont être exactement les mêmes pendant 5 à 6 heures. Il n'y a pas de moment marquant dans Mirror's Edge. Tu vois ce que je veux dire ? À part le début, quoi, à part la découverte. Tu vois, genre tu regardes tes pieds, tu fais des roulades et tout. Tu fais, ouais, ok, d'accord. À part le début. La première poursuite, tu vois, genre, et puis après, bon, c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond. C'est un peu redondant, quoi. C'est poursuite, ascenseur, un toit où t'es tranquille, ensuite poursuite, ascenseur, poursuite. Puis c'est tout le temps ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et un truc, vu que pour moi c'est un platformer. Le truc dans un jeu de plateforme, en fait, c'est que t'as les mouvements de base, mais ensuite, à travers le jeu, tu vas en obtenir des nouveaux. Et puis, surtout, les niveaux, ils vont être généralement basés sur des éléments. Enfin, tu vas découvrir des nouveaux trucs, il va falloir beaucoup utiliser ce mouvement-là dans ce niveau, etc. Là, il n'y a rien. Le premier, si tu veux, pour moi, le premier niveau, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au dernier niveau, quoi. Il n'y a pas de nouvelle situation, il n'y a pas de nouvelle manière d'utiliser. Il n'y a pas la savane, il n'y a pas le désert, il n'y a pas le monde du feu, enfin c'est n'importe quoi. Tiens, d'un coup, t'es dans un volcan, t'es genre, il y a mes spells de chaussures qui fondent. Mais enfin pour moi, il manque un peu des moments, mais clairement, ça manque de moments marquants, tu vois. Le jeu manque clairement de substance en fait. Tant narrativement qu'en termes de contenu, tu vois, genre je disais tout à l'heure que les combats, il n'y avait pas besoin de plus. C'est vrai, hein, je continue de le penser, mais c'est vrai que niveau mouvement, par exemple, t'as pas non plus énormément de... Mais l'avantage, c'est que on fait pas comme Catalyst. C'est-à-dire on te débloque pas par magie des trucs genre salut, maintenant tu peux courir sur les murs parce que tu l'as acheté dans un menu, c'est super cool. Non, c'est une roulade, ouais. C'est la roulade que tu peux faire au début, je sais plus, ouais. Mais... Enfin voilà, ce genre de truc un peu tiep, quoi. Non, moi vraiment mon problème c'est pas par rapport au set de mouvements, mais c'est qu'ils sont exploités exactement de la même manière au début et à la fin du jeu. T'as pas l'impression d'une montée en puissance. Le dernier niveau, t'as l'impression qu'il est designé de la même chose que le premier. Y a pas de bumper parce que c'est trop réaliste comme univers. Hein. Non, il te donne vraiment tout dans les 10 premières minutes et après ça va être ça pendant 5-6 heures. Et voilà, et ensuite c'est fini. Alors moi j'ai fait le jeu en 4 heures, mais oui, globalement c'est ça. Alors le jeu est pas très long en plus. Non, il est pas très long. Alors bon, moi je vais être un peu méchant. Moi c'est vrai que j'ai tendance à dire, et je le pense sincèrement, que les jeux devraient s'arrêter au moment où ils ont plus rien à dire. Ce qui était un problème, par exemple, que les jeux monde ouvert ont un problème avec ça, par exemple. Mais il faut quand même qu'ils aient dit quelque chose. Et quand tu moi en tout cas, quand j'ai terminé Mirror's Edge, la sensation qui m'habitait, c'était un peu... c'est fini, c'est tout. C'était oui, voilà, c'est ça. Genre. T'as sauvé ta sœur et tu fais, voilà, c'était cool, allez, au revoir. Allez, au revoir, alors à plus. Tu peux refaire le jeu si tu veux. Il y a des trucs extra, non, peut-être. Non. Combien il a coûté votre jeu ? 60 balles. Ah, pour moi, c'est même pas une question de longueur, quoi. Ok, d'accord, s'ils ont tout dit en 6 heures, mais t'as pas l'impression qu'ils ont dit grand-chose. Et c'est là où moi, ça commence à me poser problème, quoi. Oui, c'est pas Vanquish, quoi. Non, c'est pas Vanquish, exactement. C'est pour faire un bon parallèle avec un autre jeu qui dure 6 heures. Je réfléchissais à certains moments qui sont censés être marquants dans le jeu. T'en as un, je dirais, qui se dégage des autres, c'est... Il y a un moment où tu passes d'un immeuble à un autre depuis une grue. Je sais pas si tu te souviens de ça. Voilà, ça c'est pas mal. Il y a une petite idée de mise en scène d'un truc que tu peux faire avec le gameplay et qui est spectaculaire. Moi j'avais bien aimé le truc quand tu cours dans la station de métro mais que tu vois les grilles qui se ferment et que tu peux réussir à passer dessous ou pas.
Et ça, c'est un peu satisfaisant comme truc, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. T'as 2-3 moments. T'as un moment... Alors, il y a un moment où tu glisses sur un... Il y a un immeuble qui est un petit peu de biais, comme ça, et tu glisses dessus. Bon, ça, c'est sympa. Mais c'est fait une fois dans le jeu. T'as un moment où t'es sur un train. Tu dois passer d'un train à l'autre, alors des fois, quand tu passes d'un train à l'autre, voilà, t'es sur un métro. Voilà, tu t'en souvenais même pas, et c'est un des moments, c'est considéré... Enfin, tu vois, ils ont fait ça comme étant un moment marquant du jeu, mais il l'est pas du tout, quoi. Bah, en fait, j'avais un peu oublié, mais je viens de me souvenir que la première... Enfin, quand j'ai rejoué au jeu, là... En fait, je me suis pris le truc dans la tête et j'avais même pas compris d'où ça venait. Oui, parce qu'après, il y a un petit système de à droite, à gauche, ensuite tu dois te baisser, ensuite tu dois sauter, ensuite tu dois sauter, te baisser. Ouais, si, c'est un peu rigolo parce que d'habitude tu cours, enfin moi en tout cas je courais pas, là j'étais sur place et j'attendais les obstacles. Donc c'est un petit côté rigolo parce que d'habitude tu avances dans les décors, là c'était les décors qui avançaient vers toi, donc c'était sympa. Mais c'est vrai que là tout de suite, ouais, j'avais oublié, tu vois, genre il y avait ce truc là. Il y en a un peu d'autres des moments qui sont censés être originaux. Il y a un moment où t'es dans la cage d'ascenseur où c'est pas bien du tout parce que tout d'un coup tes sauts... Enfin, ouais, c'est super étriqué. C'est super étriqué et c'est pas vraiment un jeu qui fonctionne bien quand c'est super étriqué. Il y a un moment aussi où il y a quelqu'un qui te tire dessus au sniper depuis... Quand t'es sur le bateau, tu sais, qui fait exploser des tonneaux explosifs. Oui, c'est vrai qu'il tire sur les tonneaux, les bâtards. Ça, voilà. J'avais oublié. Et ça, c'est pas génial comme moment. Et après, tu te bats contre lui ensuite. Alors, le combat, autant pour les combats contre les flics, c'est assez ça peut être assez efficace, les points, oui, parce que ça dure pas très très longtemps, en fait. Mais quand tu te bats contre le sniper, boss, c'est n'importe quoi. Ça dure des plombes, c'est super mal indiqué, tu comprends pas ce qu'il faut faire exactement. Des fois tu le touches, des fois non, des fois tu veux faire un truc et en fait tu l'atteins pas parce que t'es pas assez loin. Voilà, des fois c'est lui qui te touche, tu sais pas pourquoi. Mais voilà, en gros c'est pour ça que moi je comprends pas qu'ils aient voulu faire d'une franchise de ça, c'est parce que genre t'as pas l'impression qu'ils y ont mis les moyens, ni je vais pas dire la volonté, mais t'as pas l'impression qu'ils avaient d'idées sur quoi faire avec ça, quoi. Et t'as pas de moment un petit peu épique, t'as rien, quoi. Il y a aucun moment qui se démarque. Moi je me souviens, je m'étais fait la réflexion à l'époque et je me la suis refaite là. J'aurais bien aimé qu'il y ait un passage la vie civile de Faith, tu vois, genre. Oui, ouais. Et elle marche, tu vas dans un café, il y a plein de gens et tu vois, elle est un peu cachée, enfin, je sais pas, tu dois éviter les flics, genre de truc, tu vois. Ouais. Qui a un peu de vie parce que c'est vrai que là tu passes ton temps à courir, donc tu traverses les décors qui sont jolis, hein, c'est sympa, on en a pas trop parlé, mais on va en parler. La ville épurée, tous les immeubles sont quasiment blancs, ou alors des fois ils sont genre les bâtiments importants, ils ont des espèces de liserés orange pétard, les couloirs ils sont vert pomme et tout, c'est vachement chouette. Mais tout est vide, il y a personne, donc tu vois des beaux décors mais personne s'en sert, donc c'est très bizarre, t'as l'impression d'être je sais pas, survivant d'une apocalypse ou t'es un mec sur un chantier d'une immense ville qui est encore en travaux, genre tu vois, genre c'est très bizarre. Toi t'aimes bien l'esthétique du jeu? Bah je trouve ça sympa, le truc avec les décors et tout, quand je pouvais, parce que quand je me faisais pas faussement tirer dessus ou que ce genre de choses, j'aimais bien m'arrêter un petit peu pour regarder les immeubles, les machins, parce que je trouve ça sympa. Ouais, disons, je salue le parti pris esthétique, on va dire, de faire un truc vraiment... c'est un truc que j'avais lu dans un interview où ils avaient vraiment voulu faire en sorte que quand tu regardes un screenshot, une capture d'écran du jeu, tu puisses instantanément reconnaître que c'est Mirror's Edge. Et ça, je dois dire qu'ils ont quand même bien réussi. Voilà. C'est vrai que c'est assez particulier, ça a jamais été vraiment recréé par la suite. T'as comme ça cette espèce de blanc qui déteint avec les couleurs assez vives, le rouge, l'orange, le bleu, qui sont utilisés un petit peu partout. Alors j'avais lu un autre truc, une petite anecdote, c'est qu'ils ont apparemment développé un système d'éclairage pour l'Unreal Engine 3 qui s'appelle Beast, et qu'ils ont développé en partie, disons, pour ce jeu-là. C'est pour ça que tout est tellement très très saturé comme ça, très très lumineux. Alors moi, pourquoi pas, disons, moi ça me pose un petit problème, c'est que dès que tu te retrouves dans des endroits plus sombres, tu vois rien du tout. Quand tu es dans les conduits d'aération, oui, tu vois rien, quoi. Enfin, c'est assez, je trouve ça assez dérangeant. Et souvent, tu sais pas si tu dois, dans les conduits d'aération, tu sais pas si tu dois te lever pour trouver quelque chose au plafond. Tu sais, enfin, bon, c'est pas des moments très particulièrement mémorables dans les conduits d'aération de Mirror's Edge, alors que tu y passes quand même beaucoup de temps.
Et il y a un truc aussi avec ce système d'éclairage, on en revient à cette histoire de sniper, tu sais, le moment où tu dois tirer sur la fourgonnette. Sur le fourgon, ouais. Et là, à ce moment-là, en fait, la lumière, elle est tellement saturée que tu prends ton fusil sniper, tu regardes dans la lunette, et en fait, c'est blanc, mais juste blanc. Genre blanc de chez blanc. Oui, puis encore une fois, je crois que la lunette, elle est un peu petite. Enfin, elle est un peu... En plus, ouais, tu vois. Elle est un peu serrée. Je crois que moi aussi, que la première fois, je crois que j'étais dans le ciel, un truc comme ça, j'étais perdu en mode genre, ouais, où je suis. Encore une fois, je parle du FOV, quoi. Ouais. Vraiment, je sais plus si Catalyst, il y avait moyen de le régler, tu vois, mais je suis sûr que ça aurait une meilleure gueule avec un plus grand FOV. J'ai quand même touché un mot parce que le jeu, moi je l'ai fait 2 fois. Je l'ai même fait 3 fois en fait. La première fois, on est à peu près, enfin moi j'ai mis 5-6 heures pour le faire, où c'est relativement frustrant. Et puis la deuxième fois, bah c'est quand même beaucoup mieux. Le seul problème, c'est que ça dure 2 heures la deuxième fois. 2 heures, 2 heures et demie, parce qu'en plus tu passes les cinématiques et tous les moments narratifs qui sont inutiles. Et c'est un petit peu un problème dans le sens où normalement, enfin de manière optimale dans un jeu de plateforme, tu sais que en théorie, s'il est bien fait, tu sais que tu vas pouvoir faire des trucs incroyables. Après, tu peux aller regarder des speedruns, les gens ils font des trucs incroyables et tout. Mais la première fois, il faut quand même que tu aies des bonnes sensations la première fois. Il faut que tu te dises, ouais, c'est cool à jouer la première fois. Et puis après, quand tu le refais, tu te rends compte de la courbe de progression, à quel point tu es devenu meilleur avec le gameplay et à quel point tu peux exploiter les niveaux, enfin faire des trucs beaucoup plus cool. Et là, en fait, le problème, c'est que tu passes 5-6 heures à cette première run qui est presque un espèce de tutoriel, en fait. Et le jeu commence à être intéressant, disons, de mon point de vue, à partir de la deuxième run. Et quand je dis intéressant, c'est pas qu'il devient incroyable, hein, c'est juste que tu arrives un peu à enchaîner les trucs et que tu as enfin la sensation de fluidité qui manquait à ta première run, etc. Et que tu arrêtes de mourir tout le temps. Bon, moi je trouve que c'est un problème pour un jeu de plateforme, parce que d'habitude, t'es censé avoir une première run que tu trouves cool, et quand tu recommences le jeu, tu le fais beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus efficace. Mais t'avais quand même eu du plaisir la première fois. Or là, bah moi j'ai pas eu beaucoup de plaisir la première fois, j'ai même été très frustré. T'as eu l'impression de le faire normalement la deuxième fois en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et quand tu le fais normalement, bah il dure 2 heures. Ouais. Genre c'est quand même très très court quoi. Enfin, il dit pas grand chose Mirror's Edge. Je sais pas si EA y croyait pas du tout, enfin, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais tu sens quand même qu'il y a eu un budget moindre par rapport à un jeu comme Dead Space, hein, je pense. Je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont eu un budget moindre, ou alors est-ce qu'ils ont dû, tu vois, recommencer, ils ont eu des problèmes, et finalement EA leur a dit non mais il faut sortir le jeu, ça va pas... il faut le sortir maintenant. Il faudrait un post-mortem d'un développeur pour savoir, quoi. Parce qu'évidemment, on n'a jamais les budgets. J'ai essayé de trouver, mais j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Il y a 2-3 interviews comme ça, mais voilà. Est-ce qu'on parle juste de l'équipe qui a développé le jeu? Parce que je trouvais ça je trouve toujours intéressant de regarder qui a développé quoi. Donc, c'est un jeu qui a été réalisé par une certaine Senta Jakobsen. Qui a pas bossé sur beaucoup d'autres trucs. J'ai vu qu'elle avait bossé sur Crysis 2 après, donc ça veut dire qu'elle a quitté le studio relativement après, et maintenant elle bosse dans un studio qui s'appelle Foxglove Studio, qui fait des jeux mobiles en Suède. Voilà, donc... mais elle a quand même réalisé Mirror's Edge, et ça a été produit par un type qui s'appelle Owen O'Brien, qui alors lui a produit également par la suite Battlefield 3 et 4. T'as joué à Battlefield 3 et 4, c'était pas génial. Et avant ça, il a bossé sur des jeux Harry Potter. Il bosse maintenant à CCP Games, qui bosse sur la série de Eve Valkyrie. Voilà, il bosse là-dessus. En tout cas, c'est les dernières nouvelles qu'il a données au monde. Alors, on revient juste sur le scénario. Alors, le scénario, il a été écrit par Rhianna Pratchett, qui est une auteur, je ne sais jamais. Autrice, on va dire, allez. Qui est une relativement connue dans le monde du jeu vidéo. Disons, elle a un nom, c'est la fille de Terry Pratchett, pour ceux qui connaissent. Elle a bossé sur pas mal de séries, pas mal de jeux, et j'ai été voir sur quoi elle a bossé. En fait, elle a bossé sur des trucs, la plupart du temps, que moi j'ai trouvé assez nuls. Ouais, genre le reboot de Tomb Raider. Exactement, et puis le Thief de 2014. Tu te souviens, Thief 2014 qu'il avait fait? C'est elle aussi ça. C'était pas bien ça. Je sais pas ce que vaut le scénario de Thief 2014. Je me souviens pas, mais c'était pas Mais je me souviens que Thief 2014, ça c'était pas ouf quoi. Ah, c'était pas génial. Elle a bossé aussi sur le reboot manqué de Prince of Persia en 2009, tu sais, celui en cel shading. Et puis sur Heavenly Sword. J'ai pas fait Heavenly Sword. T'as fait Heavenly Sword? Non. Non? Ok, bon, alors on n'a pas fait.
Mais enfin, je trouvais marrant de voir qu'en fait, ils ont alors entre guillemets, une personnalité à l'écriture, tu vois, qui était déjà relativement connue à l'époque, et qui a pondu un truc aussi bateau, quoi. J'avais complètement oublié que c'était elle qui avait fait le scénario de Mirror's Edge. Moi, je me souviens vraiment d'elle pour le reboot de Tomb Raider. Ouais. Qui vraiment est pas ouf. Non, pas ouf. Moi, ce que j'avais noté, c'est ce qui m'avait fait rire. Alors après, comme tu disais, il y a des gens, comme c'est fait par DICE, on retrouve beaucoup de gens qui ensuite ont bossé sur Battlefield 3, 4, 5, 6. Ce que j'avais noté, moi, c'est le art director. Qui c'est Johannes. Alors attends, parce que c'est. Söderqvist. Ouais, c'est ça. Comment tu dis, toi, Söderqvist? Söderqvist, ouais, on va prononcer ça comme ça. Qui a du coup bossé sur des Battlefield genre 4, 5, 1, tout ça, mais qui a aussi fait genre la direction artistique de Need for Speed Hot Pursuit. Dont tout le monde se souvient. Et c'est vrai que c'est inattendu comme information. Voilà, c'est des gens, ils savent faire différents trucs. Oui, voilà, en même temps c'est cool, hein, ça te montre que qui sont... Mais bon, après, le problème avec ce genre de personnes, enfin de gens qui arrivent à s'adapter comme ça, c'est que ils n'ont pas un style reconnaissable en fait, et t'arrives pas à retrouver leurs pattes à droite à gauche. Parce que je ne vois pas, je vois pas la ressemblance entre Mirror's Edge et Battlefield 1, tu vois. Pour terminer le tournus du staff qui a fait le jeu, il a été... Alors, le lead programmeur du jeu, c'est un certain Per Olof Rommel. Et si je le cite, c'est parce qu'ensuite, après ce jeu, je crois il a fait ce jeu-là, Battlefield 3, et ensuite il est devenu... donc directeur technique. Il est devenu, il en a eu marre. Les jeux vidéo, il a dit non, ça suffit, ces conneries. Il est devenu horticulteur, il fait des tomates. Non, il est devenu directeur technique à DICE, donc ça veut dire que c'est en gros à lui qu'on doit le moteur Frostbite. Voilà. Et maintenant, il a rejoint Ubisoft Stockholm qui bosse sur The Division 2. Voilà. Jeu mémorable, exceptionnel jeu que The Division 2. Qui Open World de live service, mémorable s'il en est. Tu tires sur des sacs à PV et il y a des détails partout. Et il a fallu 6 studios pour le faire. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on parle de la musique ? Alors, est-ce qu'on parle de la musique du jeu ? Tu veux parler ? Moi, compositeur, j'ai juste noté, c'est Solarfield, c'est tout ce que j'ai noté. Voilà, il y a la chanteuse... Parce qu'on n'en a pas parlé, mais je me souviens qu'à l'époque du reveal, enfin de l'annonce, je sais plus comment on dit exactement, de l'annonce. Annonce, disons. De Mirror's Edge, où il y avait justement la musique chantée par la chanteuse dont j'ai oublié de noter le nom, et que c'était genre, tu voyais que c'était du parcours avec les décors tout blancs et tout. Je me souviens que ça avait fait son petit effet quand même à l'époque. Hein. Ouais. En particulier que c'était marqué genre EA juste avant, donc tu t'attendais justement à du Battlefield ou un quelconque truc militaire à la con, et puis tu vois ça, tu fais genre, oh putain, qu'est-ce que c'est ? Et après la musique, elle est plutôt chouette. C'est très du synthé, c'est assez planant, je trouve que ça s'adapte assez bien, mais tu l'oublies un petit peu, enfin tu ne l'entends pas. Oui, c'est pas vraiment le genre de musique qui te marque pas, c'est très atmosphérique. À part le thème principal qui joue à la fin du jeu, là, que tu peux écouter de temps en temps, c'est pas une OST que j'écouterais comme ça. Non, clairement pour le pas. plaisir. Peut-être pour travailler, je ne sais pas. Ouais. Petite anecdote inutile aussi, aucune de ces personnes qui ont bossé sur Mirror's Edge ont bossé sur Catalyst. Personne. Même ceux qui sont restés à DICE, ils n'ont pas non plus bossé sur Catalyst. Je suppose qu'ils ont ouvert une nouvelle équipe pour Catalyst. Alors Catalyst, je le dis directement, on va pas faire Mirror's Edge Catalyst dans ce podcast. Ouais, non. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de rejouer à Mirror's Edge Catalyst. Voilà, j'avoue que ce sera ma raison. Même moi, je l'avais pas terminé, j'avais juste un tout petit peu joué. Ils avaient essayé. Ah bon. Moi, c'était un petit peu dans Catalyst, on peut juste toucher un mot sur Catalyst. Oui, parce que comme coup, on le fera pas. Ils avaient essayé. Mais c'était tellement la fausse bonne idée de faire un monde ouvert de Mirror's Edge. C'est incroyable. Hein. Quand tu joues au premier, tu dis, oh là là, t'imagines si c'était ouvert et que je pouvais aller où je voulais et tout. Puis finalement, tu joues à Mirror's Edge Catalyst et tu fais, ah ouais, c'était une grosse idée de merde que j'ai eue. Une grosse idée de merde, en fait. Non, on oublie. Ouais, non, ça marchait pas parce que du coup tu repassais tout le temps au même endroit, c'était un peu fastidieux. C'était fastidieux en fait. Que la vie de runner ça doit être bien chiant. C'est là où tu te dis qu'en fait, ouais, en temps réel, la vie de runner c'est chiant. Quoi. Quand t'as dit que c'est des pigeons voyageurs, c'est ça quoi. Genre les mecs ils font des trajets, ils font aller-retour. Et puis il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, quoi, ce truc de débloquer des compétences de façon éclatée. Oui, parce que c'était un monde ouvert et il fallait s'adapter au canon du genre. Il faut de l'expérience. Etc. Les combats ils duraient 3 plombes tout. Et puis les combats en fait ils étaient basés sur le fait il y avait un truc, ils avaient essayé de faire un truc où tu devais en fait il y avait un système d'impact entre les ennemis eux-mêmes, c'est-à-dire que ton but c'était de projeter un ennemi contre un autre.
Alors c'est louable comme idée, hein, pourquoi pas, mais ça marchait tellement pas. Enfin, tu donnais un coup de pied dans la tête d'un mec et il s'effondrait un tout petit peu sur l'autre flic, enfin sur son pote flic, et les deux étaient assommés et tombés par terre. Et ça donnait quelque chose qui était, c'était grotesque, quoi. Quand tu joues à Mirror's Edge et tu te dis, ouais, on peut s'attarder un tout petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée de faire un monde ouvert avec ça? À mon avis, c'est parce que, comme on disait, le jeu fonctionne avec un certain système de fluidité, mais il doit quand même te donner l'impression qu'il y a différentes routes et que tu es sur les toits, etc., et que tu as une certaine liberté d'action. Donc, ça fait que quand c'est en monde ouvert, non seulement tu sais pas vraiment par où passer et où tu dois aller, mais en plus, tu peux aller dans toutes les directions et t'as pas vraiment de... T'as pas juste une direction dans laquelle tu dois aller, et ça fait que t'es encore plus paumé que dans le premier. Oui, puis c'est surtout que dans mes souvenirs, la carte, elle est genre séparée en îles, et t'as des jointures, t'as des ponts. Et les ponts, il y en a deux, tu passes toujours par le même pont, en fait. Il y a aussi ça, ouais. Ce qui fait que pour aller au pont, tu prends toujours le même chemin, ensuite tu sors du pont, tu prends le même chemin. Enfin, il y a un côté hyper rébarbatif où finalement tu fais tout le temps le même chemin. C'est pas... Et puis aussi, en fait, pour remédier au fait que t'es tout le temps paumé, enfin, que si tu t'essayes de faire des trucs, t'es tout le temps paumé. Il y avait la trace. Il y a la trace, en fait, et tu l'actives en permanence parce que donc ça fait qu'en fait tu suis un espèce de fil rouge qu'il y a par terre, et ça enlève tout le sel du monde ouvert. J'avais parlé une fois à quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait vraiment tryhardé le jeu, il avait vraiment essayé de se souvenir des passages et tout, et des possibilités, et que si t'arrives... Il m'a dit qu'il avait passé 6 heures à faire ça. Bon, il y a des gens qui sont vraiment dédiés à leur cause, mais il avait essayé de faire ça, et apparemment ça fonctionne. Une fois que t'as la carte en tête, ça devient intéressant. Mais bon, on revient à ce problème que est-ce que t'as envie de t'emmerder pendant plusieurs heures pour commencer à prendre du plaisir sur Mirror's Edge Catalyst? Moi, non. Le sens urbain du premier où ça fait apparaître les trucs en rouge, tu peux le désactiver aussi, hein, si tu veux. Tu peux le désactiver. Je trouve qu'il est pas trop intrusif. Non, il est pas trop intrusif. Ouais. Le code couleur déjà est bien utilisé, il s'intègre bien, et puis il n'y a pas tout qui est rouge, quoi. Il y a vraiment pas. Non, c'est vraiment genre. Et puis souvent c'est des éléments qui sont, enfin les éléments au loin ils sont pas rouges, tu vois, genre les tuyaux par exemple ils sont pas rouges, mais quand tu ils se mettent. C'est vrai que dans Catalyst c'est vraiment genre purement et simplement un GPS magique qui flotte. Voilà, il a dit viens, suis-moi. Catalyst, ils ont mis 8 ans à le faire, et puis ils l'ont fait parce que les gens ils ont poussé, et parce que genre tout le monde y a joué et tout le monde c'est génial, alors qu'en fait le jeu s'est pas vendu. Voilà. Puis personne n'a acheté Catalyst quasiment, donc je pense qu'on n'en entendra plus jamais parler. Non, Mirror's Edge c'est terminé. En plus c'était un reboot, enfin c'était un faux vrai reboot. Parce que non, c'était une préquelle. C'est une préquelle. C'est une préquelle. C'était les origines de Faith, de comment elle est devenue. Ah ouais, c'était super important. Et elle avait un mentor qui mourait. Enfin, c'était vraiment. Oh, un mentor qui meurt, c'est original. J'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais. Limite, si c'était une vraie préquelle de ouf où genre tu la joues, elle sait pas faire de parcours et tu passes. Ça justifie pourquoi tu dois débloquer les trucs les uns après les autres. Oui, la roulade. Ce qui ne rend pas le procédé meilleur, hein, qu'on soit d'accord, mais bon. Oui, puis il y a débloqué et débloqué. Je veux dire, si t'allais dans un dojo et que le mec il t'apprenait à faire le coup de pied retourné, pourquoi pas, tu vois. Mais ouvrir un menu pause et faire voilà, maintenant je sais faire des roulades. Bon. Ça c'est vraiment ça, et ça c'est plein de jeux font ça c'est quand même un oui, problème. Plein de jeux font ça. Même des jeux que je trouve bien, hein, genre les Batman, c'est pareil, il y a les 3/4 des trucs, c'est genre voilà, c'est bon, j'ai plus d'armure. J'ai ah bon, OK. Mais comme on avait dit au début, il y a pas énormément de choses à dire. En fait, il y a pas beaucoup de systèmes différents dans Mirror's Edge. C'est un jeu qui est très épuré, c'est pour ça que ça lui donne à mon avis ce côté projet d'étudiant qui a été repéré par quelqu'un et qui a dit tiens, je vais te filer un peu de pognon, tu vas faire un jeu. Et un peu de pognon et pas beaucoup de pognon quand même. Pas beaucoup de pognon, va falloir que tu te démerdes. Les cutscenes, tu te démerdes. Hein, j'ai un pote, elle le fera. Elle maîtrise l'animation Flash et tout, il y a pas de souci. Elle va faire ça. Très bien. Mais c'est un jeu qui est finalement très épuré et disons j'ai envie de dire un peu trop épuré. La frontière entre épuré et pauvre, elle est très fine sur Mirror's Edge finalement. Ah, c'est sur le fil. Lol. C'est sur le fil du miroir. Ouais, t'as vu un petit peu. Ouais, c'est diégétique, putain.
C'est du génie, c'est finalement... du génie en fait. En fait, j'ai rien compris. En fait, on n'avait pas compris Mirror's Edge. En fait, le thème de ce podcast, c'est qu'on se rend compte que tout est du génie à la fin. Tout est du génie à la fin parce que tout est lié. C'est comme ça qu'on aurait dû appeler le podcast. En fait, c'est du génie. On justifie les trucs à la place des développeurs. C'est ça. Avant qu'on passe à une conclusion, j'ai envie qu'on fasse un petit truc. De manière hypothétique, tout d'un coup, Electronic Arts a trop d'argent, on ne sait pas d'où ils ont tiré cet argent, et au lieu de le donner à ses actionnaires, ils se disent « Ah ben on va faire un Mirror's Edge, qu'est-ce qu'ils pourraient faire ?» C'est lundi matin, toi tu travailles à DICE, t'es en charge du projet, il y a un type qui rentre, il fait « Hey, on a du pognon, Electronic Arts, ils nous ont filé du pognon, on doit faire Mirror's Edge 3. Qu'est-ce que tu pourrais faire ?» Alors moi, ce que je pourrais faire déjà, c'est pas un open world. Déjà. Je dirais un jeu linéaire mais mieux rythmé avec des séquences plus diversifiées. Exactement. Un peu des slice of life, tu vois, avec genre un peu la ville quoi qui vit. Mm-hmm. Je sais pas, genre un hub dans son appartement par exemple où ils avaient fait ça dans Catalyst, je crois, non? Il y avait pas. Oui, c'est vrai, dans Catalyst, t'as l'espèce de repère. Ouais, moi je parlais vraiment d'un appart. Oui, d'un truc où t'as des habits civils et tout. Donc ça, c'est ce que je demanderais de faire. Après, vu que c'est EA, bah, ça sera un open world avec des lootbox cosmétiques pour faire des super bonnets, des super tatouages sur face. Il faut que ça soit un couloir, en fait, Mirror's Edge. Mais un couloir avec différentes possibilités. Genre, vraiment, de se concentrer sur, déjà, la lisibilité de l'action, pour que ton premier run, il soit pas abominable. La fluidité aussi de l'action, que ça passe de fluide, disons que ça passe de fluide à très 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 fluide une fois que t'es vachement fort dans le jeu, quoi. Moi je dirais que ce serait ça sur lequel il faudrait se concentrer. Et puis un autre truc qui, à mon avis, surtout avec le style graphique de l'univers, c'est un éditeur de niveau, quoi. Il te faut un éditeur de niveau dans Mirror's Edge. Vu que t'as une communauté qui est assez, qui aime bien le jeu et qui apparemment, qui aime bien le doser, faire des trucs et voilà, je pense qu'il y a des gens, moi j'aurais, je pense, du plaisir, disons une fois que t'as les mécaniques bien en main et que tu maîtrises le truc, j'aurais du plaisir à jouer à des niveaux de mecs qui justement ont essayé de penser ça pour te faire des trucs incroyables. Tu vois, c'est ça aurait été et dans l'idée en vrai ils vont juste refaire le premier niveau de Mario, c'est tout. J'ai refait le premier niveau de Mario 64. J'ai refait le combat de Dark Souls avec Mirror's Edge. Et ça c'est bien sûr le niveau qui va être upvoté au maximum. Et voilà, et les bons niveaux ils vont se perdre en bas parce que ça n'intéresse personne. Et ça s'appellera Mario Maker. Mais voilà, et peut-être essayer aussi, construire beaucoup plus de moments un petit peu plus, peut-être pas scriptés, mais beaucoup plus mémorables. Se concentrer sur essayer de faire des trucs mémorables avec ce gameplay, en fait. Ce qu'ils n'ont pas du tout fait dans celui-là, quoi. Dans les trucs, moi, que je changerais, par exemple, c'est rendre le personnage un peu plus vivant, parce que, comme j'ai dit, elle respire, c'est chouette. Quand tu cours, elle a tendance tu l'entends souffler et tout, c'est bien aussi, mais elle parle jamais. Ouais. Quand elle saute d'une grue, genre de truc de ouf et tout, elle se dit pas genre oh putain j'ai réussi, c'est passé. Ouais. Quand tout le monde lui tire dessus, elle se dit pas genre ah au secours, elle penche pas la tête. Je trouve qu'il y a un côté un peu statique, un peu froid du truc. C'est le genre de machin que je changerais. Mais même dans les cinématiques, en fait, Faith, je trouve le design du personnage est chouette, autant je trouve que le personnage en lui-même, je le trouve un peu chiant en fait. Et ils avaient essayé de le développer un peu avec Catalyst, mais ça n'avait pas très bien marché. C'est une ville froide et qui reste froide. Tu sais, c'est pas genre il y a de la chaleur derrière cette ville toute froide. En fait non, c'est juste c'est froid tout le temps. C'est froid tout le temps partout. Tout le monde est d'accord avec le froid. Il fait froid. Voilà. Et les gens ils sont d'accord. Les gens ils sont d'accord avec ça. Mais comme dit, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait un... Non. Après, on sait jamais, mais bon, ça paraît compliqué. C'était juste pour l'hyperbole, disons ça comme ça, dans une situation rêvée où Electronic Arts avait de l'argent à mettre dans Mirror's Edge. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette franchise, quoi ? On pourrait faire Face dans Smash Bros. Voilà, et ça, c'est tout. Voilà, c'est tout. Pour l'anecdote, avant de passer à la conclusion, j'ai été voir, je me suis dit, tiens, ça doit être un jeu qui doit être assez cool à faire à speedrunner. À speedrunner. Alors j'ai été voir le speedrun du jeu pour me dire, tiens, je me demande par où ils passent et tout, est-ce qu'ils ont des routes cachées, mais en fait c'était une très mauvaise idée parce qu'ils passent la moitié de leur temps en suspension à exploiter des bugs. Alors apparemment il y a un bug dans le jeu où tu peux faire du wallrun infini. En fait, tu sautes, tu fais un coup de pied et tu wallrun et tu sautes et tu fais un coup de pied et ça fait qu'en fait, il touche pas le sol, quoi. Et t'as l'impression en fait que c'est Spider-Man. C'est le genre de speedrun en fait qui est
T'as l'impression que c'est tellement éloigné du truc de base, en fait, que c'est même plus impressionnant, quoi. C'est juste n'importe quoi. Et, c'est un peu dommage. Moi, je m'attendais à avoir des trucs, justement, cette impression de fluidité, un vrai parcours et tout, mais en fait, non, c'est juste Spider-Man qui se déplace d'un bâtiment à l'autre. Ça reste un peu rigolo à voir, quoi, mais... Oui, ouais, voilà, tu regardes ça 5 minutes, mais ça ne t'apporte rien, quoi. Enfin, quand tu te dis, je me demande comment ils ont fait... par rapport à la manière dont toi t'as joué, en fait, ça n'apporte rien. C'est un peu dommage. Mais enfin bon, en même temps, ça fait 12 ans qu'il est sorti, donc ils ont dû le démonter à peu près dans tous les sens pour trouver tous les bugs possibles et imaginables, et voilà, quoi. Je crois qu'on arrive, on arrive au bout. Tu veux faire... Vas-y, t'avais l'air chaud pour la conclusion, vas-y. Ah non, mais moi, je sais pas, je suis pas sûr de recommander Mirror's Edge, vraiment, quoi. En fait, si je le recommande, c'est parce que tu le trouves pas cher, en fait. Ouais, est-ce que toi tu recommanderais Mirror's Edge à nos chers auditeurs, mon cher Pseudos ? Genre, si vous êtes curieux et que vous avez genre une poignée d'heures devant vous et une poignée d'euros, pourquoi pas ? Si le concept vous intéresse ou que juste vous voulez prendre des beaux screenshots pour faire un wallpaper pour votre ordinateur, c'est possible aussi avec Mirror's Edge parce que c'est plutôt joli. Mais sinon, en tant que jeu pur, bon, c'est comme je dis au tout début, ça a un peu salement vieilli. Et je pense, alors j'ai pas fait Dying Light par exemple, mais je pense que ses héritiers s'en sortent mieux en fait. Je pense que c'est ça aussi, dans l'idée de qu'est-ce qu'on va retenir de Mirror's Edge. Moi je dirais qu'on va moins retenir qu'il y a eu Mirror's Edge Catalyst qui a essayé de faire quelque chose, plutôt que c'est un jeu qui a quand même inspiré d'autres jeux qui ont fait les choses mieux. Comme je disais au début, c'est un jeu qui a quand même pas mal défriché le terrain au niveau de l'idée de pouvoir faire du parcours à la première personne, et c'est une idée qui a été reprise par la suite et qui a apparemment été mieux fait. Alors moi j'ai pas fait Toi t'as fait Dying Light ? Non, j'ai pas fait Dying Light. Alors il paraît, voilà. Les gens trouvaient plutôt ça cool en fait. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire que Dying Light, le parcours dans Dying Light fonctionne très bien. Et très certainement qu'il n'aurait jamais eu l'idée s'il n'y avait pas eu Mirror's Edge, qui n'avait pas un petit peu essuyé les plâtres, quoi. Ouais, voilà, donc je suis pas sûr enfin tu vois, genre je le recommande vraiment pour la curiosité et parce que il se trouve, si vous y jouez sur PC, il se trouve pour un prix misérable, genre 4€, un truc comme ça, il est souvent à 4€. Ouais. C'est pas très très cher, vous y jouez, ou vous le faites ou pas en entier, ou vous faites du contre-la-montre, je pense peut être toujours sympa de faire un petit contre-la-montre de temps en temps, quoi. Je pense que c'est bien pour la culture, mais c'est tout, quoi. Pas vraiment pour le côté genre waouh, grande expérience, un incontournable. Non, c'est pas vraiment le cas. C'est comme t'as dit, c'est plus un jeu qui a essuyé les plâtres pour les autres, quoi. Et il en faut. Ouais, pour moi c'est pas un jeu culte. Comme tu dis, c'est curiosité, c'est un bon terme. Moi je sais pas si je recommande Mirror's Edge, même si vous avez 6-8 heures à faire. Franchement, je me dis, tu vois, oui, c'est une curiosité, si vous êtes curieux, pourquoi pas, mais le principal problème avec la recommandation, c'est que le jeu est non seulement... Alors, le jeu essuie les plâtres, on va dire, pour ce qui est du parcours à la première personne pour les autres jeux qui sont venus après, mais ta première run, elle essuie les plâtres pour celle que tu vas faire après. Et est-ce que tu vas avoir envie de passer entre 4 et 6 heures à essuyer les plâtres en te disant... en n'ayant aucune sensation de fluidité qui est quand même ultra nécessaire à ce que tu prennes du plaisir dans le jeu. Franchement, je sais pas si vous avez pas 6 heures à mettre dans autre chose qui est peut-être plus intéressant que Mirror's Edge. Je dirais que le terme curiosité, c'est vraiment ça. Est-ce que vous êtes curieux ? Pourquoi pas ? L'univers, le style visuel est relativement reconnaissable. C'est pas atroce à jouer, c'est juste assez frustrant au début. Mais est-ce que je le recommande ? Franchement, je vais sortir le Joker pour ce coup-ci, pour ce qui est de la recommandation Mirror's Edge. Franchement, je sais pas. Je botte en touche, exactement. Dans l'idée de que retenir de Mirror's Edge, ce sera vraiment ça, c'est que c'est un jeu qui a défriché le terrain et qui a permis d'autres expériences par la suite, enfin qui a fait germer des graines dans le cerveau de game designers à travers le monde et qui sont encore visibles à l'heure actuelle. C'est pas genre le premier jeu à avoir fait de la plateforme en première personne, ni même du full body harness, parce que je crois que rien que Fear par exemple qui est sorti avant, il en faisait. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que ce principe de parcours en première personne avec un peu genre tu vois tes pieds et tout, voilà, Mirror's Edge a un peu ouvert la voie, quoi. Je crois que j'ai tout dit sur Mirror's Edge. Toi, Pseudoles ? Ouais, non, je pense aussi qu'on a fait le tour de la question. Alors le mot de la fin, mon cher Pseudoles ? Flûte à bec. Flûte à bec, ça fait 3 mots. Ah
merde. Dehors. Ah non. Au secours. Scandalisé. On arrête le podcast. C'est terminé. Merci de nous avoir écoutés et à tout bientôt. Au revoir. Ciao, bye bye.